Bien, bonjour à tous. On se retrouve pour cette séance d'informatique sur la préparation du concours Banque PT. Nous allons traiter aujourd'hui le sujet filière PSI 2019 qui traite d'intelligence artificielle. Ce sujet me semble assez intéressant à plusieurs égards. D'abord sur le thème, parce que l'intelligence artificielle, comme vous le savez, est un thème extrêmement actuel et qui n'est pas tombé encore au sujet Banque PT. Donc, il me semble intéressant de s'y être un petit peu frotté, en particulier sur la notion d'apprentissage, ce qu'on appelle le learning, deep learning, l'apprentissage profond, ainsi que sur les problèmes d'apprentissage supervisé et non supervisé, dont je vais un tout petit peu vous parler. Ce sujet avait un intérêt c'était assez bien fait parce qu'en fait, il recouvrait tout le programme d'informatique, hormis le problème numérique de la résolution d'équations différentielles. Donc ça manque. C'est pour ça que je proposerai de faire un sujet ultérieur euh, sur le modèle de Banque PT 2019, dans lequel il y a beaucoup de numérique. Voilà. Donc le sujet était, le thème était vraiment intéressant parce que l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, c'est vraiment quelque chose de très actuel et qui prend une importance capitale. Donc on le voit avec la crise qui vient de se produire. Les méthodes d'intelligence artificielle, elles ont un intérêt énorme, c'est qu'elles permettent de suppléer l'humain, mais sur des tâches répétitives. Il n'est pas question de remplacer un docteur par une machine, c'est pas ça, c'est de la science-fiction ça. Ce que font les informaticiens qui travaillent sur la biologie, tous les problèmes en lien avec la santé, c'est qu'en fait, ils essaient de libérer le médecin surqualifié de tâches répétitives. Quand vous allez voir un généraliste, il vous prescrit très souvent la même chose. Et parce qu'en fait, voilà, son boulot, c'est de rassurer, d'avoir un contact avec le patient. Alors ça, c'est formidable quand vous avez quelques patients. Mais sur des crises comme actuellement avec le Covid, vous vous retrouvez avec des millions de personnes qui débarquent, pas des millions, mais en tout cas des milliers qui débarquent, et dans l'urgence, il faut rapidement avoir un diagnostic. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire et utilisé de partout actuellement pour faire ce genre de choses. Sachant que, à la fin, la décision appartient à un humain. Toujours. Doit appartenir à un humain. Mais, pour lui, un humain n'est pas finalement est moins qualifié qu'une machine pour traiter des millions de données. Donc, il vaut mieux avoir tout un bagage, en particulier un bagage international de données qui permettent de savoir si, par rapport à énormément, enfin, une culture euh, de santé, une culture de médecine extrêmement praticienne, culture praticienne extrêmement développée, de pouvoir trouver des moyennes euh, grâce à une machine, sachant qu'aucun humain ne pourra véritablement avoir une vision aussi objective. Vous allez avoir une vision parcellaire, parce que vous êtes praticien, vous travaillez dans le sud de la France, vous avez certaines pathologies qui sont peut-être plus développées que d'autres, ou par exemple des virus qui ont muté dans une partie du monde, vous n'avez pas une vision globale. Donc c'est vraiment une science qui va être omniprésente, en particulier sur cette thématique de la santé. Donc on s'intéressait ici à des problèmes lombaires. Donc on voulait savoir si dans un groupe de patients, un nouveau patient qui débarquait faisait partie du groupe des gens normaux, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie, de ceux qui ont une hernie discale ou ceux qui ont une spondylolisthésis. Voilà, j'ai répété pas mal de fois avant de pouvoir le dire sans annoncer. Vous avez ici trois schémas qui ne nous concernent pas. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc, d'abord, on traitait une base de données contenant les informations des différents patients. Ensuite, on proposait, et là, on rentrait vraiment dans l'intelligence artificielle, on proposait donc deux méthodes de classification. La classification par prédiction KNN et ensuite par euh, prédiction méthode naïve bayésienne, donc en lien avec les probas. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas fait de probas, ils ne sont pas encore tombés, hein, les probas ne sont pas encore tombés au sujet de Banque PT. Donc je pense que c'est bien qu'on en parle un petit peu. Parce qu'il n'y a rien de difficile, d'autant que dans ce sujet, il n'y avait pas grand-chose sur les fonctions du module random. Mais quand même, c'est bien d'avoir un petit peu défriché le terrain. Voilà. Alors,
sur la partie 2 de l'analyse de données, je pense que le sujet ne recelait pas trop de difficultés. Vous aviez donc deux tables. Une table de patients avec identifiant, nom, prénom, adresse, information classique, celle que vous remplissez quand vous rentrez à l'accueil. Et puis ensuite, le dossier médical, donc privé, avec donc l'identifiant du dossier médical, et puis les données concernant un certain patient. État est une variable jusqu'à la fin qui vaudra 0, 1 ou 2. Dans les tables dans les bases de données ici, 0 pour normal, 1 pour hernie discale et 2 pour spondylolisthésis. Voilà. Et donc, on demandait d'extraire des données, les patients ayant une hernie discale. Donc, aucune difficulté. Vous regardez la table patient et vous cherchez tous les patients qui ont une hernie discale. Donc, pour ce faire, c'était dans la table médicale. On vous demandait les identifiants, donc vous n'avez pas besoin de faire de jointure. Donc, correction, donc je vous affiche chaque fois le script Python, hein, j'ai tout mis dedans. Voilà, aucune jointure, aucun problème. Donc ici, j'ai mis des apostrophes, je vous recommande de mettre plutôt celle-ci. Pour la question numéro 2, par contre, il fallait faire une jointure. Parce qu'on voulait les noms et prénoms des patients dans l'état de spondylolisthésis. Donc, compte tenu que vous aviez donc des données qui appartenaient d'une part les noms prénoms à la table patient, d'autre part l'état dans la table médicale, eh bien vous devez faire une jointure. Donc, je rappelle la structure générale d'une jointure. Select, là vous mettez la liste des attributs. From, première table. Join, deuxième table. On, et là vous mettez l'égalité des clés. L'égalité des clés, vous devez toujours la spécifier par table.id, clé primaire, égale table.clé étrangère. Ensuite, vous mettez ici la ligne de sélection. Donc, je rappelle que la sélection des attributs s'appelle une projection. Et la sélection, vraiment en termes de langage relationnel, c'est la condition que vous mettez après le where et qui vous permet de sélectionner les tuples ou bien qu'on appelle aussi enregistrement, qui sont les lignes de la base de données. Pour la question numéro 3, eh bien, vous aviez une utilisation de fonctions d'agrégation. Donc, on vous demandait de trouver, d'extraire les états et le nombre de patients pour chaque état. Alors, pour ce faire, la plupart des candidats avaient utilisé une jointure, mais qui n'était pas nécessaire. La correction la plus rapide, c'est celle de la ligne 15 que vous voyez ici. Alors, avec une petite discussion quand même que je voulais avoir avec vous. Donc, je rappelle que quand vous utilisez des fonctions d'agrégation, que vous utilisez donc après select. Donc ici, on utilise la fonction d'agrégation count, qui permet de compter le nombre de patients qui ont un certain état. Pour grouper les gens dans un certain état, on utilise la fonction group by, qui permet de créer des paquets, en fait, des paquets par état. Et la fonction count, eh bien, elle va bien sûr utiliser la spécification SQL du group by. Donc, pour chaque état, on va compter le nombre de patients. Je rappelle qu'aussi, après group by, on peut mettre un having, le having étant une condition du même titre que where, mais qui concerne des groupes. Alors, dans la plupart des corrections que vous trouvez sur Internet, ils ont mis le distinct ici. Alors, ce distinct, il permet d'éviter une répétition de ID patient. C'est-à-dire que dans les tables qui sont là, bon, je pense que vous auriez les points si vous n'avez pas mis le distinct. En fait, on envisagerait, mais ce serait quand même un peu tiré par les cheveux, que vous ayez dans la base de données médicale plusieurs fois potentiellement l'apparition du ID patient. C'est comme si le ID patient, il avait plusieurs fiches médicales pour un même état. Ça me paraîtrait quand même assez dingue. Ça me paraîtrait assez dingue. Je ne vois pas très bien, ça créerait vraiment des gros problèmes. Parce qu'imaginez, vous êtes un patient, vous arrivez et on vous met deux états différents. Alors là, carnage, vous comptez pour deux. À la fin, c'est même plus si vous êtes malade ou en bonne santé. Donc, même si vous avez le même état, ça pose quand même un problème. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas savoir quelles sont les données véritables de vos examens. Bon, ils ont quand même envisagé ça. Donc, ça permet d'avoir une discussion, toujours intéressant. C'est-à-dire de mettre ici
si vous mettez un distinct ici, ça vous permet d'éviter de compter plusieurs fois une éventuelle répétition de l'enregistrement de ID patient, de l'attribut ID patient de la table médicale. Donc voilà pour les 3 questions sur le langage SQL. Alors, ensuite, donc, une fois qu'on a traité ces problèmes de langage SQL, donc on passe à des questions qui ressemblaient pas mal au sujet qu'on avait donné au concours blanc sur les stockages de données. Alors ça, c'était vraiment très facile. Dans le sujet PSI, j'ai barré quelque chose qui m'a paru complètement dingue. Ils ont mis une conversion que vous savez tous complètement fausse et qui ouvrait une boîte de Pandore qui me paraîtrait complètement hallucinante. Donc, je rappelle qu'un kilo-octet, c'est 2 puissance 10 octets et que donc un méga-octet, c'est 2 puissance 20 octets. Alors bien sûr, 2024 pour 2024, ça ressemble à 1 million, mais ce n'est pas 1 million. Si on commence à identifier un octet avec 1 million d'octets, on peut en arriver à faire un peu n'importe quoi. Moi, je pense que donc, dans un sujet de banque PT, je ne pense pas qu'on va vous faire ce genre de choses. Et si la calculatrice est interdite, eh bien, il faudra faire une valeur approchée. Alors, éventuellement, si vous n'avez pas le temps de faire le calcul numérique, vous spécifiez, vous, par votre propre initiative, vous mettez d'abord la valeur sous forme de puissance de 2, et puis ensuite, éventuellement, eh bien, vous faites une approximation par ordre de grandeur. Voilà. Alors, sur le stockage de données. Donc, vous avez ici, en question numéro 4, une question extrêmement classique sur l'intérêt d'utiliser la bibliothèque NumPy, donc de stocker des tableaux sous forme de nd.array plutôt que liste de listes. Alors, l'argument que vous devez donner absolument, c'est l'optimisation des opérations matricielles. C'est ça que vous devez donner en premier lieu. C'est ça qui est attendu en premier lieu. Alors, si vous voulez faire un petit peu de zèle, je rappelle que l'optimisation des opérations matricielles, elle est due à 2 choses. Premièrement, dans un tableau NumPy, vous avez des éléments homogènes, des caractères homogènes des tableaux NumPy. Vous devez mettre automatiquement des scalaires qui soient entiers ou flottants ou complexes. Mais je rappelle que NumPy, automatiquement, il convertit les objets du tableau du type le plus grand des 3. Si vous mettez des entiers et des flottants, il met tout en flottant sans vous le dire. Le caractère homogène a un intérêt énorme, c'est qu'en fait, comme les objets sont tous de même type, ils sont tous stockés de manière contiguë à un endroit spécifique du processeur. Donc, quand le Python va chercher en fait les objets, il n'a pas besoin d'aller chercher à des adresses mémoire qui sont dispersées. Donc, il gagne du temps. Deuxième chose, les tableaux sont non dynamiques, c'est-à-dire de longueur non modifiable. Contrairement aux listes, je vous rappelle que vous pouvez modifier leur longueur avec la méthode append ou les méthodes pop si vous voulez raccourcir. Donc, la longueur non modifiable a un avantage énorme, c'est que le tableau il a sa structure, il a sa taille mémoire, et donc en fait il prend moins de place que si jamais il était de longueur modifiable. Tout ça, ça permet de gagner du temps dans les opérations matricielles. Caractère homogène et non dynamique. Non dynamique, on dit aussi statique. Tous les arguments anecdotiques que vous pouvez citer si vous voulez, mais dans les questions d'analyse, il est toujours spécifié de donner des réponses courtes. Donc, optimisation des opérations matricielles, nickel. Donc, calcul plus rapide, on peut dire. Hein. Avoir accès plus facilement à un élément. Alors oui, on peut faire, c'est vrai que le parcours de tableau NumPy est plus rapide que le parcours de liste. Mais c'est assez négligeable, compte tenu qu'en général, les tableaux ne sont pas de taille non plus énormissime. Gagner de la place, ouais, vous pouvez le dire. Et simplifier l'affichage dans la console, non, ça ne sert à rien. Voilà. Ça donne l'impression que vous attachez une importance à l'esthétique, qui je ne pense pas est plus important en Python. Donc, pour la question numéro 5, on vous faisait état dans le sujet de la conversion 1 mégaoctet égale 1 million d'octets. Donc, il me paraît important, si jamais vous prenez l'initiative, donc on nous a rappelé que 1 mégaoctet, effectivement, c'est un système international, donc en fait, qui correspond exactement à 1 million d'octets. Donc, 1 kilo-octet vaudrait 1000 octets. Mais il y a une autre unité qui s'appelle donc le kibioctet,
voilà, comment tu dis, mégaoctet. Donc mégabioctet, qui donc utilise qui lui par contre correspond à donc 1 kibioctet égale 1024 octets. Donc il me paraît important, 2 puissance 10, il me paraît important que si vous prenez, s'il n'y a pas de spécification dans l'énoncé, vous disiez celui que vous choisissiez. Évidemment, le plus pratique, c'est celui de méga. Donc au niveau des conversions, on se retrouve donc avec, donc ici moi dans la correction, j'ai choisi les kibioctets. Voilà. Donc ici, j'ai proposé de convertir les octets en divisant par 2 puissance 20 pour obtenir des mégas. Okay, donc évidemment, la différence entre 2,4 mégaoctets et la conversion en kibioctets n'est pas significative. D'autant plus pour le vecteur état qui prenait très peu de place. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Donc là, on a attaqué véritablement le travail algorithmique. Donc, on disposait de la table data. La table data comporte 6 colonnes et comporte grand N lignes, grand N étant le nombre de patients. Alors, ici, donc, tous les données sont en flottant. Il y avait une indication bizarre dans l'énoncé. Là, on vous disait que les données étaient représentées en norme IEE 754. C'était une information qui était inutile, même si bon, elle est toujours intéressante à donner. Elle était inutile puisqu'on vous disait, quoi qu'il en soit, que les réels étaient stockés en 32 bits. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir que c'était en IEE 754. Un étudiant qui voit cette information et qui, d'un seul coup, s'inquiète, se dire « Oh là là, il me demande une conversion », il n'y avait pas de conversion en IE 754 dans ce sujet. Donc, les flottants ici sont stockés sur 32 bits. Vous avez donc un tableau data immense, donc 6 colonnes et n lignes. Et vous voudriez construire, alors ça c'est intéressant parce qu'on n'en avait jamais trop parlé, vous voudriez construire donc un tableau, un tableau de graphique. Donc un graphique qui est décomposé en sous-graphiques par la fonction subplot. Sur la diagonale, vous avez des histogrammes, et en dehors de la diagonale, vous avez des nuages de points. Alors, pour ça, donc vous avez ici un zoom, on utilise donc des fonctions préprogrammées, évidemment, qui vous seront précisées plus tard. Donc ici, je vous laisserai lire l'énoncé attentivement. On passe directement à la question numéro 6, donc de séparation par groupe data état. Alors, je ne pense pas qu'il y avait de grandes difficultés là-dessus. S'il n'y a aucune indication dans l'énoncé sur le type des tableaux, bien, c'est vous qui décidez. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des tableaux NumPy. Puisque le tableau NumPy, vous le savez, il a une... Bon, au-delà alors, on vous incite à travailler avec NumPy. Hein, parce que s'il y a une question préliminaire qui vous dit quel est l'avantage de NumPy, et si vous ne travaillez pas avec NumPy, c'est votre risque et périls. Donc, au-delà même du gain en rapidité opératoire, eh bien, vous avez beaucoup plus de fonctions pour programmer. En particulier des fonctions d'algèbre linéaire, comme on l'a vu dans le dernier sujet de BancPT. Alors, sur la fonction séparation data-état. Bon, bah, écoutez, pas grand-chose d'intéressant à dire, sinon que dans le rapport de jury, que je vous incite à regarder, donc ils incitent les étudiants à éviter ici de recopier trois fois ici le if. Alors, on aurait pu effectivement écrire 3 fois la structure conditionnelle. Si état crochet i égale 0, donc si le im patient est normal, alors on met à la jème place du tableau, donc ici à la 0e place du tableau, la ligne i du tableau. Donc on met les données du im patient dans le tableau 0 correspondant aux états normaux. Ensuite, vous reprenez pareil, lorsque l'état vaut 1, donc première pathologie hernie discale, et J égale 2, la spondie, etc. Voilà, donc évitez évidemment de recopier des lignes pour rien. Si vous n'avez pas l'idée, bah, tant pis, vous les écrivez, mais moi je pense qu'avec un petit travail sur papier, vous pouvez aisément vous rendre compte qu'en fait, il y avait 3 fois la même information à donner ici, le même if à donner. Si vous mettez 3 if, je vous conseille de mettre if, elif, elif. Ou if, elif, else. Plus rapide,
Deuxième possibilité que je vous présente ici. Voilà. Alors, Ici, le elif, il n'aurait pas marché quand même. non, le elif n'aurait pas marché, tu as raison. Parce que, oui, oui, tu as raison. Donc, ici, if, else, tout à fait. Ouais. Donc, oui, donc je disais, je ne présenterai pas de liste en compréhension. Ceux qui savent faire des listes en compréhension, vous savez, donc mettre des structures algorithmiques fortes, boucle for dans les listes, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas un attendu du programme. Donc en général, ça permet de gagner en compacité du programme, mais en général, en lisibilité, c'était moins facile à lire, et surtout, c'est piégeux parce que vous avez beaucoup de crochets souvent à imbriquer, des parenthèses, donc ça peut être embêtant d'un point de vue de la syntaxe. Donc je les conseille, sauf pour ceux qui sont férus de ça et qui ont l'habitude de programmer en compréhension. Alors, quelques petites erreurs dénoncées dans la suite. Donc ici, on rentrait vraiment dans la représentation des graphiques précédents. Histogramme sur la diagonale, nuage, extra-diagonaux. Donc on ouvre une nouvelle figure. On définit 3 marqueurs. On définit la liste des attributs. On définit les 3 groupes suivant leur état. Et puis ensuite, donc, on convertit tous les groupes en tableau NumPy. Alors, ça, j'en ai pas parlé. Je trouve ça pas très. Faut s'y préparer hein, éventuellement hein, dans un sujet, mais je trouve pas ça très bon de dire au début. Donc, au début, on vous a dit que toutes les bibliothèques étaient importées. Moi, je vous conseille, même si elles sont importées, franchement, réimportez-les avec vos alias. Parce que là, j'ai rajouté un petit commentaire. Vous voyez, on suppose que NumPy a été importé par une importation globale. Par contre, que PyPlot a été importé avec l'alias PLT. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que plus tard, au départ, ils vous disent tout est importé, et puis à un moment dans le sujet, vous avez des fonctions du module PLT qui sont voilà, ici avec l'alias PLT. Pas très, très, très malin, quoi. Donc vraiment, vraiment, moi je vous conseille, moi dans la correction hein, que je vous ai distribué, que je vous ai donné sur Discord, j'ai mis NP, j'ai importé NumPy par l'alias NP. Donc ici, moi j'aurai des np.array de partout. Je vous conseille vraiment. Ensuite, donc, alors voilà, une chose importante à préparer pour le concours. Il y a un attendu du programme, c'est que vous soyez capable de lire des commandes que vous ne connaissiez pas, des commandes que vous n'avez jamais utilisées, apprendre à les apprivoiser et lire une fiche technique en gros. Hein. Bon. Ça, on le rencontre souvent à l'oral, mais parfois à l'écrit, et ici c'est le cas. Vous lisez un programme, donc jusqu'à la ligne 10, 11, 12, 13, vous comprenez. Et puis là, vous avez des fonctions que vous ne connaissez pas, avec des identifiants que vous ne connaissez pas, qui sont à compléter dans la suite. Donc là, n'essayez pas de vous dire « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai déjà vu cette fonction ?» Vous regardez la suite du programme, page 6, et vous allez voir, effectivement, on vous parle de subplot, on vous parle de scatter, on vous parle de east. Je trouve que les explications de subplot n'est pas top. C'est pour ça que je vous ai mis une explication plus précise. Donc, en gros, si je remonte dans le tableau, dans le graphique présenté, quand vous écrivez donc axe 1. Donc axe 1, c'est le nom du tableau, du graphe. Axe 1.subplot. Dans la parenthèse subplot, vous avez 3 arguments. Nombre de lignes, donc nombre de tableaux, nombre de graphiques, nombre de lignes de graphique, virgule, nombre de colonnes de graphique, et après virgule, le troisième argument, c'est le numéro du graphique. Alors là, il y a un gros piège. En subplot, ça c'est une notation plutôt type MATLAB. Le tableau qui est ici, là, il est numéroté non pas à partir de 0, mais à partir de 1. Donc ici, ça c'est 1, celui-là c'est 2, celui-là c'est 3, 4, 5, 6, et puis après on passe à la deuxième ligne, on fait un balayage par ligne, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ok? Donc ici, vous aviez donc 6 lignes, 6 colonnes, et donc 36 données en tout, numérotées de 1 jusqu'à 36. Alors j'insiste parce qu'il va y avoir un petit piège dans le subplot ici pour compléter arg 1. En effet,
Donc, dans ce plot, alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors, quand vous faites des boucles de votre propre chef, toujours l'identifiant I pour le numéro de ligne, toujours l'identifiant J pour le numéro de colonne. Toujours. Hein. Pour ne pas commencer à vous embrouiller, parce qu'en maths, c'est des conventions, et c'est des conventions qu'on utilise aisément en informatique aussi. Donc, dans les corrections que j'ai trouvées sur Internet, il y avait parfois des échanges. Franchement, j'ai vite effacé pour ne pas vous embrouiller. Alors, ici, le N, c'est 6, puisque nous avions 6 attributs. Donc, pour I allant de 0 à 5, pour J allant de 0 à 5, on ouvre un sous-graphique. Et ici, on va devoir mettre 3 données. Les 3 données, nombre de lignes, nombre de colonnes, numéro du graphique. Alors, attention, nombre de lignes, N, nombre de colonnes, N, 6, 6. Par contre, numéro du graphique, donc là, il faut se dire que chaque ligne I compte pour 6. Chaque ligne compte pour N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Donc, si vous êtes en ligne I et que vous voulez la JM colonne en ligne I, ça fait N fois, si vous êtes en ligne N plus 1, pardon, si vous êtes en ligne N plus 1, en ligne J plus 1, pardon, en ligne J plus 1 mathématiques, donc en ligne J Python. En ligne J, d'index J, vous avez donc J lignes qui précèdent. Ces J lignes qui précèdent, elles comptent toutes pour J fois 6, donc J fois N, graphique. Donc, le numéro du graphique en index, en coordonnées IJ pythoniennes, c'est I plus J, N fois I plus J, attention, plus 1, parce que le premier graphique part à 1. Donc, c'est pour ça que dans ARC1, la correction, c'est ça, c'est NN et N fois I plus J plus 1. Ensuite, pour les graphiques hors diagonale, on utilise la fonction scatter qui permet de faire des nuages de points. Donc, on vous donne l'information dans le sujet. Scatter prend 3 arguments. D'abord, les données des abscisses, ensuite les données des ordonnées, et ensuite le nom du marqueur. Le marqueur ici étant donné au début du script. Rond, croix, étoile. Rond pour normal, croix pour hernie, étoile pour la troisième pathologie. Pour la deuxième pathologie. Alors, évidemment, ceux qui ne travaillent pas avec NumPy, ça va être la galère pour extraire les colonnes. Donc vraiment, passez en NumPy. Si vous voulez que ça soit compris, là, 2 points, virgule I, donc là, c'est la ième colonne, eh bien, il faut absolument mettre un 2 points ici. Alors là, le I, c'est un numéro de colonne parce qu'en fait, vous allez représenter sur le nuage, vous allez représenter l'attribut numéro J en fonction de l'attribut numéro I. Et les attributs, ils sont en colonne du tableau data. Donc ici, ça, c'est la ième colonne du tableau groupe crochet K. Et groupe crochet K, eh bien, rappelez-vous, groupe crochet 0, c'est le tableau des gens normaux, d'état normal, pas normaux, d'état normal. Groupe crochet 1, hernie, groupe crochet 2, spondy. Et enfin, pour terminer, compléter les lignes du script, eh bien, ici, vous aviez la fonction ist. Alors, la fonction ist, je vous en ai mis, alors elle marche comme ça, hein, elle marche comme ça, mais je vous ai mis une autre indication parce que je pense que dans la lecture de l'énoncé, ça pouvait surprendre. Parce que quand on vous dit ist data de x, ça crée l'histogramme des données data x. Ok, mais vous êtes en droit de vous poser la question comment il regroupe les données. Quand vous faites un histogramme, vous devez automatiquement mettre les données par paquet. Alors visiblement ici, vous voyez, il a fait des paquets, en fait, on ne sait pas trop quelle est la largeur du paquet. Visiblement, il a partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par défaut, il a partagé l'intervalle d'étude en 10 diagrammes, en 10 groupes, et dans ces sous-groupes, il a mis l'effectif. Donc ici, vous avez 19 personnes qui ont une incidence de bassin en degrés qui est comprise entre je ne sais pas combien, je ne sais pas combien. D'accord? Donc automatiquement, lui, il a décidé le nombre de colonnes.
de l'histogramme. Si vous voulez spécifier, vous, le nombre de colonnes que vous voulez, eh bien, vous le mettez comme ça. Vous mettez hist data x, virgule, bins égale 10. Donc, ça donne 10 paquets. Voilà. Sinon, c'est lui qui décide par défaut. Il en met 10. Moi, je préférais vous le mettre parce que c'est surprenant. Je trouve à la lecture, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans la parenthèse? Est-ce qu'il faut créer des groupes? Non, non, non. Hist le fait pour vous. Et enfin, donc question numéro 8, une question d'analyse. Donc, dans les rapports de jury, il est toujours spécifié de créer des analyses courtes. Mettez pas des lignes et des lignes, le correcteur ne lira pas, il cherchera les mots-clés. Donc, mettez vraiment en évidence les mots-clés. Donc, ici, le mot-clé pour la première réponse, c'était répartition des patients. Et le deuxième, c'était corrélation. Le mot corrélation est un mot de proba, évidemment. Quand on représente deux variables aléatoires l'une par rapport à l'autre, c'est pour essayer de voir s'il y a une corrélation entre les deux. Donc, vous savez que les corrélations peuvent être quantifiées par une covariance. Donc, ça peut très bien faire l'objet d'un problème de proba. Hein. Covariance, c'est coefficient de corrélation linéaire, qui n'est pas un programme de PT et qui peut être intéressant de musorder. Dans certains rapports de jury, il est spécifié que si vous mettez des commentaires, et il est conseillé d'en mettre, en particulier si vous prenez des initiatives d'écrire des fonctions qui ne sont pas demandées. Donc déjà, les fonctions doivent être de nom explicite, les identifiants doivent être si possible de nom relativement explicite, et s'ils ne sont pas de nom explicite, parce que c'est un peu long à écrire, vous mettez un petit commentaire, vous dites ce que représente l'identifiant, la variable que vous êtes en train de déclarer. Lorsque vous mettez des commentaires, ils doivent être courts et synthétiques. Et il y a un compte-rendu de rapport de jury de PSI il y a 2 ans qui conseille de mettre les commentaires d'une autre couleur. Donc, je vous conseille de le faire. Prenez une petite couleur sympa, vous mettez les commentaires. Ça rassure les correcteurs. Ils aiment bien se dire que le commentaire ne fait pas partie du script. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Même si ça vous paraît anecdotique, la présentation d'une copie, ça peut faire partir d'un facteur discriminant. Discriminant positif ou négatif. Alors, la partie numéro 3 était vraiment donc le début du traitement des problèmes d'intelligence supervisée, d'apprentissage supervisé. Donc, je vous explique en 2 mots ce que c'est. Les méthodes d'apprentissage supervisé se différencient des non supervisées par la chose suivante. Une méthode supervisée, c'est une méthode qui considère que les données que vous avez fournies à l'ordinateur, vous devez les classer dans des groupes qui sont déjà définis. Donc ici, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que vous avez 3 groupes et vous avez un nouveau patient qui arrive et vous voulez savoir dans quel groupe vous allez le mettre. Ça, c'est supervisé parce que vous savez déjà qu'il y a un nombre de groupes prédéfinis par des caractéristiques communes et vous allez donc classifier un nouvel arrivant dans ces groupes. Le non supervisé, c'est lorsque vous ne savez pas encore quels sont les groupes. Donc, par contre, on commence par du non supervisé quand on n'a pas encore assez de données. Et on essaie par ressemblance, vous voyez, de créer des groupes. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous avez des fleurs que vous voulez classer dans différents sous-groupes. Et vous avez une nouvelle fleur qui débarque et vous voulez savoir si elle ressemble aux précédentes. Et donc, eh bien, pour ce faire, vous allez essayer de voir si elles ressemblent. Donc, vous allez essayer de mettre dans un même groupe toutes les fleurs qui se ressemblent. Donc, suivant par exemple une étude de contour par pixel, etc. Mais vous savez pas encore, vous n'avez pas encore défini clairement le nom de chaque groupe. Il peut apparaître de nouveaux groupes en fait en cours de route. Et donc, ça c'est parfois le cas lorsque les variables sont qualitatives. Alors, pour l'intelligence artificielle, donc vous avez, quand c'est quantitatif, on a souvent du supervisé. Donc, par exemple, moi j'ai un ami qui est chercheur en informatique à Portland. Donc, en fait, lui, il travaille sur la reconnaissance d'images. Donc, en fait, il sait déjà quels sont les objets qu'il veut classifier. Donc, en particulier, il a travaillé sur la reconnaissance des chiffres. Donc, en particulier, comment donc savoir si un chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et bien, pour ce faire, vous devez mettre donc, dans le groupe des zéros, vous devez mettre tous les zéros possibles. Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile.
parce que des zéros possibles, il y en a autant a priori que de manières de les décider, de les écrire. Et puis en plus, il y a des polices qui sont différentes. Donc il faut envisager toutes les polices possibles. Donc, quand vous avez un nouveau chiffre qui débarque, eh bien, vous devez être capable, par reconnaissance, d'essayer de le mettre dans un des 10 groupes, de 0 jusqu'à 9. Voilà. Et il faut éventuellement prévoir toutes les calligraphies possibles. Alors ici, c'est plus simple, vous avez 3 sous-groupes, et vous voulez savoir si un nouveau patient qui arrive et qui a eu donc qui a eu 6 mesures, hein, donc les 6 mesures ici de Z0 jusqu'à Z5, eh bien, ce sont les mesures qui ont été effectuées lors du diagnostic. Et à partir de ces 6 mesures, vous voulez être capable de savoir tout de suite si et dans quel groupe il est. C'est-à-dire à partir de 6 données, vous voulez optimiser. Alors, il ne faut pas se tromper. Hein. Il peut y avoir des erreurs. D'ailleurs, c'est le cas, hein, ce qui peut se produire ici. Vous voyez, dans les graphiques qui étaient ici, vous voyez, on aurait tendance à penser. Donc, vous voyez que ici, vous avez des petits points qui sont loin du nuage. Quand vous avez un point qui est loin du nuage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des données qui sont très, très, très marginales. Donc, s'il est très loin, on pourrait envisager de penser qu'il est anormal, qu'il a un état qui est anormal. Il faut faire attention, parce que si ces personnes qui ont surpoids, par exemple, je ne me cite pas, qui a un indice d'écartement de bassin qui est énorme, ce n'est pas pour autant qu'elle a un problème lié avec la hernie. Parce que vous êtes gros, vous avez un problème de dos. Hein. Donc, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur de diagnostic, sachant qu'on n'a que 6 informations pour se décider, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Par contre, on a eu énormément de patients avant, et c'est ça qui est génial. Comme vous avez eu a priori beaucoup de patients avant, vous avez beaucoup de données, donc l'intelligence artificielle, elle est préparée à définir le diagnostic du nouveau patient. Donc je ne relis pas trop tout le sujet. On vous demandait d'abord une préparation de données par normalisation. Donc pour ça, il suffisait donc de créer une fonction qui envoyait min de x sur 0 et max de x sur 1. Alors pour ça, bien sûr, la meilleure façon de faire, c'est de créer une fonction affine. Donc ça, je ne suis pas sûr que tout le monde soit extrêmement à l'aise avec ça, et pourtant, ce n'est pas très difficile. Vous voulez créer un graphique qui envoie min de x et max de x sur 2 valeurs données. Donc ici, min de x sur 0 et max de x sur 1. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez simplement, vous cherchez un graphique qui passe par ces 2 points. Min a pour image 0 et max a pour image 1. Évidemment, la manière la plus facile, c'est de créer une droite. Donc, une modélisation affine. Donc, vous cherchez simplement une droite, enfin, l'équation cartésienne, ou l'équation réduite, d'une droite qui passe par 2 points. Donc, ça, c'est une simplicité enfantine, où vous résolvez le système y égale x plus b pour x égale min x et x égale max x, ou bien vous connaissez directement l'équation d'une droite AB. C'était plus rapide. Voilà. Donc, YB moins YA sur XB moins XA fois X moins XA plus YA, où grand A et grand B sont 2 points de la droite. Donc, la question numéro 9 eh bien, vous donne ici l'équation de la droite. Coefficient directeur 1 sur max moins min, ordonnée à l'origine, moins min sur max moins min. Et dans la question numéro 10, eh bien, vous demandez de créer des fonctions. Une fonction min-max qui retourne le minimum et le maximum d'une séquence grand X de scalaire. Donc, alors là, il y a une petite discussion à avoir. Il n'était pas indiqué explicitement dans le sujet que vous n'avez pas le droit d'utiliser les fonctions préprogrammées min et max. Je vous rappelle que les fonctions min et max existent pour toutes les séquences, liste en particulier. Et donc, a priori, s'il n'est pas explicitement dit dans l'énoncé qu'elles sont interdites, vous pouvez les utiliser. D'accord? Dans un rapport de jury de l'année dernière, il y a 2 ans, c'était spécifié. Et dans le sujet de PSI 2018, eh bien, au début, on vous dit min-max sont interdits. Là, il n'y avait rien d'écrit. Donc, moi, je pars du principe qu'on peut très bien utiliser la fonction min-max. Je vous ai mis ici, auquel cas la fonction est triviale, hein, évidemment. Je vous ai mis ici donc la fonction min-max à la mano, au cas où vous souhaitiez réviser les min et max, qui est assez facile et qui est une compétence de base.
Parce que si on ne sait pas trouver min-max alors qu'on s'est trié, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a raté. Hein. Alors, ensuite, donc on me demande si le jury ne pénalise pas les utilisations des fonctions préprogrammées. Écoutez, dans les banques, dans les super rapports de jury, je ne sais plus lequel c'était, il y a 2-3 ans, regardez les rapports de jury de banque PT. Il y avait le jury qui disait des étudiants ont utilisé min et on ne les a pas pénalisés. Alors, évidemment, à vous quand même d'être un petit peu raisonné. Si la fonction, c'est de programmer le min et le max, ça doit vouloir dire qu'on vous demande de le faire. D'autant que la fonction devra être de complexité linéaire. Donc, rien que par cet petit ajout, ça laisse entendre qu'on vous demande de contrôler la complexité. Parce que vous ne connaissez pas la complexité des fonctions préprogrammées. Donc, mais si par contre, il y a à un moment au sein d'une fonction à utiliser le min et le max, si par exemple la question 10 n'avait pas été posée, dans la question numéro 11, vous devez utiliser min-max, moi, je n'hésitais pas. Hein. Et puis, je pense que en début de programme, vous l'écrivez. Quoi. Voilà. Voilà. Il y a aussi des fonctions donc, fournies avec une documentation. Donc, effectivement, si en plus, à la fin sur les annexes, vous avez les fonctions, alors ça veut dire qu'on vous encourage à les utiliser. Alors, pour la question numéro 11, on vous demandait une distance euclidienne. Donc, vous savez tous, a priori, calculer une distance euclidienne. Et donc, pour ce faire, donc voilà le programme. Pas de piège particulier, je pense. Sauf que moi, je programme en impie. Hein. Alors, moi, je programme en impie. Donc, automatiquement, je convertis mon tableau de données en impie au cas où il ne soit pas le cas. Au pire, vous mettez un hashtag, on supposera array de type nd.array. N'hésitez pas. Hein. Ou sinon, vous convertissez. Et puis, une fois qu'il est converti, vous avez la possibilité d'extraire très simplement la colonne. Sinon, si vous n'avez pas d'impie, c'est beaucoup plus embêtant à faire. Donc, ici, je fais un double balayage. D va être la distance normalisée. Alors, il y avait une petite imprécision d'énoncé, à mon sens. On ne vous disait pas, on ne vous répétait pas qu'il fallait la normaliser. Mais bien sûr, c'était sous-entendu, à mon sens. Les identifiants, je les appelais mini et maxi, parce que min et max sont des fonctions a priori protégées. Et ici, j'ai le coefficient normalisé. Qu'est-ce que je fais? Je fais la somme de tous les z crochet j moins coefficient normalisé au carré. Et à la fin, je retourne la racine carrée. N'utilisez pas forcément la racine carrée du module maths ou NMPI. Je pense que puissance 0,5, c'est aussi bien. Alors, ensuite, il y avait l'insertion d'une fonction de tri, qui n'était pas par insertion, un autre tri, un tri optimal, qui était donc proposé pour donc choisir les cas plus proches voisins. Donc, il fallait d'abord trier les N patients qui avaient été, les grands N patients qui avaient été diagnostiqués avant par ordre croissant de leur distance euclidienne aux nouveaux patients qui doivent être classifiés. Et on va choisir donc les cas plus proches. Bon, évidemment, l'optimum, c'est de prendre K égale le nombre de personnes qui ont été diagnostiquées au préalable. Évidemment, si grand K est énorme, si un si grand N est énorme, il vaut mieux, il suffit parfois. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question là-dessus. Si jamais l'incidence du nombre de voisins n'est pas prépondérante, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre de voisins, vous n'avez pas trop intérêt en fait à regarder les suivants. Les 100 derniers suffisent. Quoi. Voilà. Alors évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du nombre de groupes, ça dépend aussi de la qualité des mesures, de plein de choses. Alors, le tri qui était proposé ici, on le reconnaissait, je pense, tout de suite, puisqu'on voyait ici tout de suite une dichotomie. Donc, dès qu'on voit une dichotomie, on sait qu'il n'y en a qu'un. Il y en a deux, hein, il y a le tri donc, fusion et le tri rapide. Mais ici, on voyait très facilement que c'était fusion qui se présentait. Alors, je ne pense pas qu'on puisse vous demander un tri autre que les 5 qu'on a vus ensemble. On a vu 4 plus 1. Je ne pense pas qu'on puisse en demander plus. Il y a aussi le tri dichotomique, le tri par insertion dichotomique. Bon, mais hormis ces quelques tris, je ne pense pas qu'on puisse vous en demander d'autres. Donc, n'essayez pas d'aller chercher midi à 14 h. Essayez de reconnaître un des tris connus. Préparez-vous aussi à en connaître un. Comme je vous avais dit, donc ou le fusion,
ou le tri rapide. Révisez aussi le petit tableau que je vous avais distribué avec en bas les complexités dans le meilleur, dans le pire et dans le cas moyen. Alors, dans le tri qui était proposé ici, donc la première fonction, c'était la deuxième que je vous avais donnée. Et la deuxième, c'est la première, mais alors ici, elle est programmée de manière récursive. Moi, je vous avais donné un tri, une fonction que je ne vous affiche pas ici, que je vous encourage à retourner voir, qui était ici itérative. Celle qui était proposée était récursive. Et il y avait aussi une petite modification, je crois qu'on n'a pas eu le temps de faire ça cette année, c'est que les tableaux ici doivent être triés. Donc les tableaux, le tableau de T est constitué de listes de 2 éléments et on vous demandait de trier par rapport au premier élément. D'accord? Donc T crochet K, crochet 0. C'est lui qui permet de trier. Le deuxième, en fait, vous le traînez, vous le gardez avec vous, c'est l'état, mais vous ne triez pas par rapport à lui. Donc, bon, c'est vraiment, on avait vu dans le TP, je crois, à un moment, une petite question là-dessus, rapidement à la fin du TP, c'est classique. Hein, vous triez, vous faites un tri lexicographique, enfin, suivant une seule des coordonnées, si le tableau est constitué d'une liste de listes. Voilà. Donc, aucune difficulté sur le tri fusion. Voilà. Alors, aucune difficulté parce qu'elle était, parce que bon, c'est un petit peu aidé. Hein, c'est vrai que trouver ça tout seul, là, ça ressemblait à une des fonctions que je vous avais présentées en le tri par insertion dichotomique que je vous avais présenté en TP. Mais une fois qu'on vous a donné celle-là, vous n'avez qu'à interpréter ce que ça fait. Et après, vous trouvez celle-là de votre propre chef. Donc, on nous signale que les traits à connaître par cœur sont tri par insertion, tri rapide, tri fusion. Voilà. Donc, le tri par sélection en particulier est facultatif, d'autant qu'il n'y a pas de grand intérêt à l'apprendre, compte tenu qu'il est, pas spécialement plus efficace que les autres. Alors, le fusion, vous savez qu'il a un avantage énorme, c'est que il est en complexité quasi linéaire, comme le tri rapide. Mais il a un inconvénient par rapport au tri par insertion, c'est qu'il est donc autant dans le pire des cas que dans le meilleur des cas, il est en semi-linéaire, en quasi-linéaire, pardon. Alors que le tri par insertion, il est linéaire si la liste est déjà triée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on attendait de vous. Vous demandez un avantage, un inconvénient. Les avantages et inconvénients qui sont demandés, c'est souvent des arguments de complexité. Bon, question numéro 14, une question d'analyse. Voilà, je vous laisse regarder, pas de grande difficulté. Question numéro... alors, j'avais supprimé, je crois, des questions ensuite pour gagner un petit peu de temps. Gagner un petit peu du temps, c'est les matrices de confusion. Voilà, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. C'était juste l'analyse d'un programme déjà donné et qui permet de savoir si, sur un groupe test, votre algorithme il est efficace ou pas. Voilà. Donc, sur la diagonale, vous lisez si l'état que vous donnez par l'algorithme est en concordance avec l'état réel des patients qui sont passés par l'algorithme. Et puis en dehors de la diagonale, vous avez les erreurs. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt d'avoir une matrice avec une grande diagonale de scalaire très grand et des coefficients hors diagonaux très proches de 0. Voilà. Le nombre de voisins, effectivement, vous voyez, n'a pas une grande incidence sur la qualité de l'analyse. Alors, je voulais ce sujet avait un intérêt, c'est qu'en fait, il proposait une autre méthode de classification qui s'appuyait sur les probas. Alors, je pense que c'est important, on en ait parlé, que c'est vraiment à l'ordre du jour, ça pourrait très bien tomber. On a des sujets d'oraux, en fait, qui sont tombés avec des probas, mais jamais l'écrit. Donc, il faut se préparer. Alors, il y avait énormément d'explications ici, comme toujours. Hein, il faut les lire de manière efficace, mais de manière précise. Le contenu mathématique n'est a priori pas prépondérant dans ce sujet-là, mais quand même, il y avait quand même des données ici. En particulier, la notion de théorème de Bayes, qui est extrêmement connu. C'est un théorème simplement ici de définition, presque, d'inversion des conditionnements. Et surtout une notion d'indépendance. Donc ça, c'est une hypothèse très forte. On suppose que tous les attributs sont indépendants les uns des autres. Alors ça c'est vraiment une hypothèse forte. Hein. A priori,
on pourrait se poser la question de la légitimité, de présupposer que les attributs différents, donc ici je vous rappelle, vous avez des mesures d'écartement de bassin, etc. Pourquoi elles seraient indépendantes? Écoutez, voilà, c'est une hypothèse très forte. Et en fait, en faisant cette hypothèse forte, on se rend compte, on s'en rendra compte à la fin, que finalement les résultats ne sont pas aussi mauvais. Bon, attention, on parle de gens quand même ici. Hein. Donc, bon, là, on parle de gens qui ne sont pas dans un état peut-être. Voilà, on ne sait pas si ça peut jouer sur leur survie. C'est pas comme le Covid, il faut réagir très très vite. Auquel cas, pour le Covid, on n'aurait pas le temps de faire ça. Hein. On pas s'amuser à faire des présuppositions d'indépendance d'attributs et puis après de sortir des résultats. Hein. Ça ne marche pas comme ça. L'algorithme d'intelligence artificielle, il sera intéressant sur le Covid quand on aura beaucoup de cas et lorsqu'on aura du recul. Et on pourra tester si les indépendances et les indépendances, les hypothèses fortes comme ça, hein, qu'on appelle hypothèses naïves, c'est pas pour rien, elles ont une légitimité. Et là, on fait n'importe quoi, on joue avec la vie des gens. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, donc on a une formule générale et donc notre but, c'est d'essayer de calculer cette probabilité et de trouver donc d'essayer de minimiser cette probabilité pour savoir dans quel groupe appartient le nouveau patient. Alors, ce qui était intéressant, c'était qu'on se retrouvait ici alors avec une loi normale. Alors, c'est pas un programme de maths, de PT, mais en fait, c'est très surprenant. Ça, c'est une espèce de, vous voyez, quand on fait les programmes, il y a des choix qui sont faits pour des raisons parfois purement de goût. En fait, il y a quelqu'un qui débarque et qui dit on va pas mettre de probabilité continue au programme de PT. Ouais, d'accord, mais sauf qu'on vous en a fait en terminale. Donc là, il y a un problème. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on ne parle plus de proba continu. Et bien, je ne vois pas pourquoi on n'en mettrait pas au concours. Voilà. Alors, il n'y avait rien à savoir. Hein. Évidemment, on ne peut pas vous demander de savoir des choses. Vous avez ici donc la formule de la distribution gaussienne, formule classique, où mu est la moyenne et sigma est l'écart type. Donc sigma carré, c'est la variance. Question numéro 17, aucune difficulté. Moyenne et variance, on vous rappelle les formules. Voilà. Je vous rappelle simplement que pour la division par n, on l'a fait hors boucle pour essayer de minimiser le nombre d'opérations. Et donc, on demandait des complexités linéaires. Donc, faites attention de ne pas faire n'importe quoi. C'est quand même difficile de faire moins bon que linéaire pour des choses aussi simples. Question numéro 18, il y avait un petit piège, enfin, une petite erreur d'énoncé. Ici, ce n'était pas des sigmas qu'on voulait, c'était des sigma carrés. Hein, parce que liste composée de doublés, moyenne variance. Donc, c'était des sigma carrés. Petite erreur d'énoncé, négligeable. Alors, bon, pas grand-chose à dire, je crois. Hein, voilà, donc là, ici, vous avez la moyenne, vous avez la variance. Ici, non, j'ai pas grand-chose à vous dire, sinon qu'il fallait travailler en impi. Donc ici, ils les ont convertis, hein, au cas où. Pour avoir la j-ème colonne de la table, de la matrice groupe K. Question numéro 19. Alors, extrêmement simple. Alors là, par contre, là, je me rétracte. Dans le sujet, dans le script, je vous ai mis les fonctions de NumPy. Ici, vous voyez l'inconvénient. C'est qu'en fait, comme ils ont importé NumPy avec from NumPy import étoile, eh bien, ici, les fonctions qui sont ici, on ne sait pas à quel module elles appartiennent. Ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça pourrait être math et ça pourrait être NumPy. Mais quand même, vous savez qu'une différence et une puissance énorme des tableaux NumPy face aux tableaux liste de listes, c'est que vous pouvez appliquer les fonctions de NumPy à des tableaux NumPy. Donc, si jamais ici, par malheur, ce que vous mettez dans la fonction exp, ici, là, c'est un tableau, cette fonction ne marche que si le tableau est de type NumPy. S'il est de type list, votre fonction, alors si le type list, et surtout que la fonction exp ici, n'est pas de type NumPy, alors votre fonction est refusée. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'importer les bibliothèques avec des alias définis. N'importe quel informaticien fait comme ça. Hein. Le seul moment où on fait parfois une importation globale, c'est quand on utilise par exemple des modules de modules, vous voyez. Vous savez, des sous-bibliothèques, comme par exemple le linalg de NumPy. Alors effectivement, vous écrivez à chaque fois numpy.linalg de dette.
pour le déterminant d'une matrice, c'est un petit peu long quand même. Donc là, on peut éventuellement éviter l'alias. Mais dans un sujet d'écrit, je vous conseille de mettre un alias. Voilà, question numéro 20. Écoutez, vous regarderez. Hein. Donc la seule chose peut-être un petit peu délicate, c'était ici on calcule le produit. Ici, donc, on initialise la proba 1. On calcule le produit de toutes les probas conditionnelles. Donc c'est celle-ci. On calcule ce produit ici, là. Par l'approximation gaussienne. Et ensuite, on calculait quoi? On calculait la proba de y égale yj. Bien, celle-là, on l'a calculée simplement, ce n'était pas indiqué, mais bon, c'était sous-entendu, on l'a calculée par un quotient. Donc le nombre de personnes qui sont dans un tel état divisé par le nombre de patients total. Donc total de patients. Donc c'est ici. La probabilité de Y calculée ici par une hypothèse une hypothèse statistique, quoi. Hein. Donc des QI répartition, c'est statistique, donc il n'y a pas de problème. Hein. On approche la proba de Y égale YJ par le cardinal de l'ensemble, par le cardinal de l'univers. Et voilà, et on multiplie. Et pour terminer, eh bien, on faisait une prédiction. Ah, c'était extrêmement simple. Donc, n'hésitez pas stratégiquement, naturellement, à sauter la question numéro 20 si vous n'avez pas le temps de la faire en urgence à la fin du sujet, et de faire la 21, qui a été très facile, puisque c'était juste un petit minimum à calculer, minimum de 3 valeurs. Et puis, à la fin, vous avez les matrices de confusion à analyser. Donc, on demandait simplement de vérifier que la matrice de confusion qui était ici, eh bien, elle donnait des résultats comparables à la matrice de confusion de la précédente méthode de prédiction. Sachant qu'il y avait une erreur d'énoncé, puisque la somme du nombre d'éléments de la matrice ne faisait pas 100. Donc, alors, ce n'est pas dramatique, mais enfin, ça aurait pu a priori être le cas si on avait eu un jeu de données différent, sauf qu'il y a écrit ici, sans données. Donc, c'est une erreur d'énoncé. Voilà. Donc, ce sujet, vraiment, je vous encourage à le retravailler un petit peu. Je vous encourage aussi à regarder le rapport de jury. Donc, dans le rapport de jury 2019, je n'ai pas noté grand-chose de très spécifique. Répondre succinctement aux questions d'analyse. Algorithme simple. Donc là, je pense à certains d'entre vous qui se reconnaîtront, qui aiment bien mettre des algorithmes hyper compliqués. Chercher simple. Voilà. Chercher simple, ce n'est pas forcément bien vu de chercher compliqué. Hein. À l'oral, ça aurait pu passer, mais pas à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, le gars, il en est à la centième copie. Donc, il n'est pas là, il ne veut pas s'amuser à deviner ce que vous faites. Oui, Vincent, si tu veux nous dire quelque chose. Oui, justement, par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais, il faut vraiment que vous preniez le temps de commenter. Et si vous faites quelque chose d'un petit peu atypique, notez-le, hein, écrivez-le, parce que c'est exactement ce que dit Monsieur Gueux. Hein, quand un examinateur doit se corriger 300 copies, surtout là, entre combien ça va faire 30 juin et puis 2 semaines après pour les classements. Donc, vous allez penser à ces personnes-là plein juillet qui vont corriger vos copies. Des fois, et ça peut arriver, hein, quand vous donnez un truc qui est un petit peu atypique, même qui peut être juste, si ça apparaît plusieurs fois, le jury va revenir en arrière, va se dire, oh là, tiens, lui, il a fait un truc un peu original, mais en fait, est-ce que c'est bien ou pas? Mais quand on a, je sais pas, moi, sur 200 copies, 1 ou 2 copies qui sortent comme ça, mais que ça saute pas aux yeux, vous pouvez très bien passer au travers. Hein. Et ça vous ferait mal. Donc faites bien attention à ça et mettez des commentaires si vous voyez, pareil, comme tu disais, là, qu'il y a des erreurs qui apparaissent, il y a des petites choses qui vous ont un petit peu induit en erreur, qui vous ont un petit peu perturbé, n'hésitez pas. Hein. Du coup, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je n'ai pas insisté, notamment pour la SI, parce qu'en fait, les commentaires des rapports de jury, je vous les avais... Enfin, c'est moi qui vous les faisais en direct, mais ça vaut le coup, effectivement, hein, à temps perdu, d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour voir ce qu'on attend de vous, hein, en détail. Tout à fait. Oui, ce que j'avais marqué, du coup, lisez bien les énoncés. Moi, il y a une chose qui me perturbe la plupart du temps dans ces sujets d'informatique, c'est que, comme disait Jean-Michel, il y a des moments où c'est plus que pertinent d'utiliser des tableaux NumPy parce que voilà, il y a la puissance du tableau derrière, ça permet d'écrire des choses très compactes. Et par moment, pof, on vous demande de remplir des listes. Là, je ne comprends pas. Tu vois ce que je marquais là, la question 18, depuis le début, tu te
fais des tableaux et hop, tu passes d'un coup sur une liste. Je vois pas trop. D'accord. Je trouve ça un peu perturbant, mais bon, après, c'est vrai que comme vous avez tous la plupart du temps l'habitude de travailler sur des listes, c'est vrai que ça peut être pratique. On rajoute des éléments, la taille du tableau, elle est pas. Enfin, du coup, c'est le tableau dynamique et tout. Je sais pas, mais bon, voilà, faites attention à ça. Et oui, et du coup, ce que je marquais aussi, vous voyez que sur des sujets, Euler et compagnie, bon, c'est vrai qu'on en a fait pas mal parce qu'il y a une grosse utilité pour nous, pour nos applications plutôt orientées physique, SI. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien là-dessus. Hein. Donc, advienne que pourra. Tout à fait. Si, tant que j'y suis aussi pour la partie informatique, sur tout ce qui est tout ce qu'on avait vu, je vous conseille de re-regarder. Je vous l'avais envoyé par mail le TD, ce qu'on avait fait sur les images, et notamment la fin où on va mettre en place des matrices qui vont permettre de traiter les images avec des notions de filtrage, etc. Ça, pareil, je l'ai vu tomber en TSI, je crois. En PSI, je ne crois pas. Alors, c'est des choses qui sont assez connues, mais c'est intéressant au niveau de la structure des boucles. Il y a des algorithmes, là, un petit peu à l'image que tu disais tout à l'heure, bon, qui ne posaient pas forcément de problème. Mais lire des algorithmes, les commenter, ce que je marquais aussi lorsque vous faites ça. Alors, bon, pour certains, ça sera évident, mais pour d'autres, je pense que c'est bon de le rappeler. Quand vous commencez à mettre des boucles, avant de rédiger quoi que ce soit, généralement, quand vous écrivez votre boucle, le cas. Voilà, quand vous mettez for k, une range de quelque chose, le k indicé k, justement, la lettre k, généralement, ne pose pas de problème. Mais l'itération de base, enfin la première itération et la dernière itération, généralement, c'est là où vous mettez dedans. Hein. Donc, contrôlez bien vos jeux d'indices, assurez-vous que vous n'écriviez pas n'importe quoi, parce que typiquement, là, on va vous mettre des points, c'est sur ces choses-là. Hein. Bon, là, c'est vrai que ça ne s'y portait pas forcément. Il y avait quelques questions là où tu demandais d'interpréter les algorithmes. Bon, regardez ces cas limites. Quoi. Généralement, ce n'est pas inintéressant. Après, pour le reste, pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est ce que tu as dit. Quoi. Ouais. Sur les tableaux de NumPy, je suis renchéri un petit peu sur Vincent. C'est que d'année en année, en fait, il y a une culture de concours qui se met en œuvre. Hein. Ça, c'était bon. Le concours, il est jeune, hein, finalement, le concours d'informatique. Et en fait, dans les premiers sujets, bon, il était écrit clairement que NumPy n'était pas exigible. Quoi. Enfin, vous pouvez envisager de travailler avec des listes. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte avec les temps passants qu'il y a de plus en plus de NumPy. Quoi. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que tout le monde travaille avec NumPy. Parce que sans NumPy, il y a des programmes qui, en quelques lignes, prennent. Regardez, c'est par exemple le cas. Alors là, j'ai été un peu éberlué par ce sujet. Quand vous faites le trifusion, plutôt que de vous donner ici ici, là, pour vous faire une extraction de demi-tableau, ils vous font toutes ces lignes. Alors qu'en fait, pour extraire un demi-tableau, avec un petit coup de slicing, ça sort tout seul. Donc je vous l'ai mis, je crois, ici, dans la correction et dans le. Voilà. Hop. Je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai mis dans l'autre. Je l'ai mis dans le programme, dans le script. Cours, non Ça prend une ligne. Dans le cours, tu l'avais mis, non? Ouais, puis je l'ai mis là. Je l'ai remis là. Puis j'ai rajouté tout à l'heure parce que je me suis dit quand même ils abusent. Voilà. Ça là, ça permet d'extraire automatiquement la première moitié, faire le tri de la première moitié et de la deuxième moitié. Donc, vous voyez ce qu'il disait M. Nora, c'est-à-dire parfois il utilise des happen au milieu, voilà, et puis boum, après on vous dit franchement, il utilise NumPy. Ce qui se passait de NumPy, il se retrouvait quand même très embêté parce qu'il y avait des fonctions quand même, en particulier une fonction de distance. Là, vous aviez au milieu une extraction de colonne à faire. Si vous devez utiliser des listes de listes, ça devient quand même un peu long. Hein. Voilà, là, par exemple, vous voyez, dans la synthèse ou dans la distance euclidienne, je l'ai mise. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ce serait bien qu'on enregistre quelques petites questions. Voilà, c'était ici, là. NumPy. C'était vraiment, je pense, important. Non, c'était clair. Ouais, je crois que c'est clair. Est-ce que vous voulez des ajouts sur certaines parties qu'on n'aurait pas assez détaillées lors de nos séances? Parties théoriques qui auraient émergé de ce sujet, sur lequel vous vous sentiriez un petit peu léger? Les algorithmes de tri, en général, on les a vus qu'une fois. Quoi. Pardon? Les algorithmes de tri, on les a vus qu'une fois. Après, c'est tous les algorithmes qui sont sur la résolution d'équations différentielles, on les avait déjà fait l'année dernière, etc. Les algorithmes de tri, on les a vus une fois cette année. Quoi. Puis après, oui. Alors après, sur les algorithmes de tri, dans ce qui est tombé ces dernières années, c'était toujours très très proche. C'est les
3 tris qui sont au programme que vous devez connaître quand j'ai mis par cœur, c'est des questions de cours. Enfin, là où j'étais avant, les étudiants apprenaient ça par cœur, quoi. À un moment donné, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais vous faites travailler la mémoire à court terme, au moins vous reconnaissez. On vous demande d'en pondre un, vous en pondez un. Après, si c'est autre chose que des tris, ou de ces tris-là, il y aura des questions intermédiaires. Enfin, quand on vous donne une question comme ça de but en blanc, tiens, débrouille-toi, mais les éléments intermédiaires, c'est que, comme disait M. Gueux, vous allez tomber sur des choses que vous connaissez. Donc, est-ce qu'il faut passer plus de temps là-dessus ou pas? Je ne pense pas, parce que là, pareil, vous voyez, on vous parle d'intelligence artificielle, mais à l'arrivée, on fait des boucles. Est-ce qu'il faut faire une cours spécifique? Non, il faut juste que vous ne soyez pas perturbé. Si on vous lance vers des choses comme ça, qui ont un lien direct avec le cours, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit une des fonctions du cours que vous ayez vues, comme le min, le max et toutes ces choses-là, quoi. La matrice de confusion, tu y vas? Dis-moi. Théo qui demande si Ouais. tu peux un peu plus détailler. Ah ouais. Bon, c'était pas très embêtant là. Attendez, tac, je voulais vous montrer avant ce qu'on avait dit sur les tris, juste. Hop, voilà. Donc, moi je vous conseille. Bon, j'ai pas mal, moi personnellement, hein, j'ai essayé de me donner des. Si j'avais été à votre place, moi j'aurais appris ces fonctions-là. Bon, j'aurais appris le tri rapide parce qu'évidemment il est hyper court. Là, c'est une version. Évidemment, il peut y avoir une autre version. Et franchement, vous allez la reconnaître. Vous allez reconnaître immédiatement le truc. Hein. C'est quand même pas difficile à reconnaître un tri rapide, sachant qu'évidemment, là, on trie par rapport à la clé au fond à droite de la liste. Donc, évidemment, ça peut être ailleurs, ça peut être, on a vu, elle peut être plutôt au milieu, ou carrément, encore mieux, une clé aléatoire. C'est un petit peu plus efficace. Voilà. Et puis le tri fusion, bah là, évidemment, celui qui était proposé, ce n'était pas celui-là. Parce qu'effectivement, moi, là, ici, c'est long. Et là, on proposait une méthode récursive. Alors, sur les matrices de confusion, que dire? Donc, moi, j'avais enlevé 2 questions. J'avais enlevé la question. Voilà, donc on vous dit simplement que donc on veut tester l'algorithme sur un jeu de données de 100 patients déjà connus. On voudrait sur ces 100 patients, alors c'est un peu abusé quand même, sur ces 100 patients qui ont permis a priori de construire la prédiction KNN, on voit si notre algorithme il donne des résultats qui sont conformes. A priori, ça devrait être le cas. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous lisez ce 23, c'est le nombre, donc de mémoire, c'est le nombre de patients qui sont effectivement en état normal et qui ont été diagnostiqués normal. Ici, c'est pareil pour l'hernie, 11, et ici pour la spondie, etc. Et ici, le 4, c'est le nombre donc, de patients diagnostiqués dans un état normal, mais qui avaient une hernie en fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est le 7. Voilà. Donc c'était ça qu'on vous demandait dans les questions 15 et 15, une question d'analyse, qui permettait simplement d'expliquer ce que signifiait cette matrice-là. Donc pour comprendre ce que signifiait cette matrice-là, il fallait analyser la fonction ici. Je rappelle donc en particulier que le zeros de NumPy comporte 2 parenthèses. C'est une erreur classique, pas possible. Quand vous mettez np.zeros parenthèse n parenthèse, ça crée un tableau, ligne en fait. Donc c'est comme une liste en fait, de crochets, qui comporte n données. Si vous voulez un tableau carré constitué de 0, ou pas carré d'ailleurs, eh bien vous mettez une double parenthèse. C'est-à-dire que dans zeros, vous devez mettre toujours un argument, ou un scalaire, ou une liste de 2 éléments. Ou tuple ici plutôt, plus précisément. Voilà, donc oui, ben voilà, donc en gros, les matrices de confusion, elles permettent de savoir si un algo qu'on a construit, il est efficient. Quoi. Ça, c'est des choses qu'ils font souvent. Hein. Vous avez un truc, vous lui envoyez des données que vous avez un petit peu traficotées et vous regardez s'il est capable de tenir compte. S'il filtre ou pas le bruit que vous avez rajouté, c'est des choses assez classiques hein, sur ces méthodes numériques. Hein. Pour voir si vous pouvez avoir confiance quand vous allez traiter des données que vous ne connaissez pas, par contre. Et donc là, le graphique avait un intérêt, c'est-à-dire qu'effectivement, vous dites, regardez, je regarde avec 5 voisins, 10 voisins, enfin, 5 des meilleurs voisins, 10 des meilleurs voisins, 15 des meilleurs voisins. Donc les 15 patients les plus proches en moyenne, alors ça aussi, en distance euclidienne, hein, là on peut discuter de ça, hein,
Parce que vous savez qu'il existe plusieurs normes. Là, on a choisi la norme euclidienne. Et a priori, on pourrait aussi choisir la norme 1. Monsieur Gall vous en a parlé peut-être. Plutôt que de prendre la moyenne des carrés, par la racine de la moyenne des carrés, on peut aussi prendre la moyenne des valeurs absolues, des différences. C'est une autre norme qui parfois a une utilité. Alors l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas dérivable au bord, au point de un certain point. Donc elle est dérivable par morceau, elle est simple par morceau. Mais donc pour les régressions, en particulier pour les régressions linéaires, on utilise toujours la distance euclidienne. Par contre, pour ce genre de problème, on pourrait changer de norme aussi. Et voir si avec une autre norme, les voisins qu'on va identifier ne sont pas des voisins meilleurs que ceux utilisés par la distance euclidienne. Voilà, c'est un truc de matheux. Hein. Bon. Ouais, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au début, quand j'ai commencé à lire le sujet, ils avaient vu commencer à parler de normes euclidiennes. J'ai dit, oh punaise, ils ont craqué, là, ils vont nous tartiner des maths un peu partout. Mais bon, après, c'est là aussi, justement, hein, comme tu disais tout à l'heure, pour la fonction gaussienne, il faut rester réaliste. Bon, déjà, c'est informatique pour tous, donc vous pouvez avoir des choses de maths, de physique, de SI. C'est vrai qu'en PT, la tendance, c'était quand même à goupiller ça avec de la physique et de la SI, et peut-être un peu plus la physique, parce qu'il y a vous n'en avez que 2 d'épreuves, je crois, de physique. Je crois qu'il n'y en a pas plus. On en a 3 en SI, on en a 3 en maths. Donc, c'est vrai que la tendance, c'était de plutôt coupler ça avec de la physique. C'est vrai que la plupart des sujets qu'on vous a donnés étaient dans ce sens-là. Après, bon, normalement, d'un point de vue mathématique, comme tu disais, vous devez avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir interpréter. Je dirais même, sur certaines questions comme ça, je pense même que vous arriverez à interpréter plus vite que nous. Parce que nous, on est peut-être un peu trop centré sur notre discipline. Donc, il y a des trucs qu'on va interpréter d'un point de vue très physique, quoi, très matériel, ou d'un point de vue un peu trop abstrait, et c'est ça qui peut aussi nous jouer des tours quand on bosse avec vous. Vous, généralement, sur ces questions-là, vous y arrivez un peu plus. Et bon, après, pareil, sur une épreuve de, c'est combien, 4 heures, là, ce commentaire, si vous arrivez à donner quelque chose, quoi qu'il arrive, mettez quelque chose, au moins vous chopez des points, même des fois dans le doute, ils peuvent mettre des points, même sur le doute. À partir du moment où vous avez mis un mot-clé, vous récupérez des points. Hein, donc, même si vous dites une bêtise, c'est pas grave, vous commentez quelque chose, vous faites quelque chose. Ouais. Aller choper les points pour les concours. Voilà. Le sujet de l'année dernière était quand même assez. C'est-à-dire qu'on aurait fait l'erreur de dire ah ben non, on fait que des applications à la physique et à la SI. On aurait été un petit peu baba. Hein. L'année dernière, heureusement que moi j'avais commencé à faire un petit peu plus de maths, mais il y avait quand même beaucoup de maths. Il y avait des diagonalisations, etc. Donc vraiment, qu'on soit bien clair, ce sujet de Banque PT 2019, même. Bon, il n'y a pas de proba, il n'y a pas de probabilité je dis pas que. Je sais pas ce qui va tomber du tout. Hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, il ne faut pas se dire si l'année dernière c'est tombé, ça va pas retomber. Il faut essayer de choisir, à mon avis, 3-4 sujets. Nous, on va vous en proposer 2 qui balayent le plus possible de thèmes. Parce que l'enseignement de deuxième année, c'est par thème. Oui, voilà. Là, par exemple, voisin, ça me fait penser aux graphes. Il n'y a jamais eu des graphes. C'est pour ça que cette année, on avait fait ensemble un sujet PSI dans lequel il y avait des graphes, là, sur les niveaux aériens, je crois qu'on a fait ensemble. Ce sont des choses qui sont importantes, puisqu'il n'y a pas de connaissances spécifiques à avoir, mais si vous avez déjà rencontré les objets, eh bien évidemment, vous êtes plus à l'aise, parce que directement vous lisez en disant ouais, bon, ça je sais. Quoi. Vous gagnez un quart d'heure par rapport au gars qui stresse parce qu'il croit qu'on lui demande d'avoir des connaissances sur le thème. Alors, attends, justement. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? C'est tout bon ? Voilà, donc nous, on voulait vous présenter des sujets qui n'étaient pas spécialement classiques, parce qu'effectivement, tout ce qui est Euler, vous allez en avoir besoin, mais je pense que vous avez quand même beaucoup de littérature là-dessus. Sur ces choses-là qu'on a vues aujourd'hui et qu'on verra peut-être dans la prochaine séance, ce sont des choses qu'on n'a pas eu le temps de regarder, vraiment, et sur lesquelles, je pense, vous pouvez avoir, c'est bien d'avoir un petit recul. Donc, ça ne veut pas dire que sur les autres sujets qu'on ne va pas traiter explicitement ensemble, on n'est pas disponible. Donc, si vous avez des questions sur Euler, sur les stabilités, etc., par des sujets que vous faites pendant les périodes de révision, ces questions qui viennent, n'hésitez pas à nous les retransmettre. Tout à fait. Voilà. Bon, je pense qu'ils connaissent la chanson. En tout cas, on le répète à chaque fois qu'on les a. Ouais. Donc, mais bon, voilà, hein, c'est pas des mots en l'air. Hein. Sachez qu'on est là et on fera ce qu'il y a à faire. Voilà. On est bon pour tout le monde ? Bon. Écoutez, merci beaucoup. Tu avais prévu une séance de combien à la base ? 1 heure ou 2 heures tu avais mis ? Moi, j'ai prévu ce qu'il y avait. C'est-à-dire que si jamais on peut se coucher à minuit, et je pense que. Ouais, voilà, non, mais c'est juste pour savoir, parce que voilà, toi aussi, tu fais du hors délai. Non, il n'y a pas de problème.
Bon, ben voilà, ben écoutez, merci à tous d'être venus. Merci Jean-Michel, du coup, d'avoir géré la visio et les présentations. Et puis, ben, suite sur l'info, donc pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Je pense que ça va faire un peu de choses près. Très bien. Allez, Merci. Bonne nuit à tous. Merci. ciao. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bye. Merci. Au revoir.